Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire, c'est comme une deuxième naissance d'une certaine manière. Parce qu'un film prend son âge, prend les rides, sa peau jaunie. C'est comme une dame qui vieillit. Et tout à coup, je revois ce film dans sa virginité. C'est formidable. Donc, et que en plus, les gens aient décidé qu'ils méritaient de retrouver sa virginité, parce qu'il y a un certain nombre de films où on dit bon, il est parti, c'est pas si grave, tout le monde part un jour ou l'autre. Mais là, presque 50 ans après, on ait envie, non pas de le ressusciter, mais de lui retrouver sa jeunesse, je trouve ça formidable. Ça m'a enchanté. C'est un choix qui ne dépend pas de moi. Et le travail qui a été fait par, il y a la Cinémathèque, Canal+, et puis un organisme américain qui s'occupe de ça. Mais ils ont, et ça je leur ai demandé, ils ont accepté que ça soit sous le contrôle de Raoul Coutard, le plus grand chef opérateur, un des plus grands chefs opérateurs du cinéma dans le monde. C'est vrai, même les Américains, dans tous les livres américains sur le cinéma, Coutard a sa place. Ils ont accepté. Moi, j'ai insisté pour qu'il soit l'ultime contrôleur. Donc lui-même a retrouvé ce qu'il avait cherché, ce qu'il avait réalisé il y a quasiment 50 ans, enfin un peu moins. Ça, c'est formidable. Ça ne peut pas être plus beau. Parce que, non, ça ne peut pas être plus beau. Non, mais c'était une jeune fille dont on a retrouvé la virginité alors qu'elle a 50 ans. C'est magnifique. Non, ça a l'air d'une plaisanterie ce que je dis, mais il y a quelque chose de juste là-dedans, c'est qu'on lui a retiré ses rides, son maquillage, ses coupures. Et ça a été un vrai travail parce que le négatif n'était plus convenable. Bref, je ne veux pas insister là-dessus, ça c'est. Mais le résultat, c'est comme à la source. La première fois, j'étais un petit peu sur. D'abord, j'ai été surpris qu'on me demande ça parce que je pense. Quand je fais un film et que je l'ai terminé et que j'ai fait ce qu'on appelle le service après-vente, c'est-à-dire fait ce qu'il fallait pour que la sortie se fasse bien, je tourne le dos. Parce que sans ça, je ne vois, moi, que ce qui n'est pas bien dans mon film. Donc, à un moment donné, je tourne le dos pour ne pas me préoccuper du passé et pour pouvoir regarder l'avenir, pour voir ce que je vais faire. Et il faut pour ça vraiment tourner le dos. Donc j'avais tourné le dos à ce film et de le revoir tout à coup, c'est comme « Ah, mon arrière-petit enfant !» Oh, mais il a grandi. C'est assez normal, c'est une guerre qui se passait à 15 000 km de la France, avec des soldats qui étaient des volontaires. Ce n'étaient pas des gens à qui on avait dit maintenant, vous faites votre service militaire, vous allez faire la guerre. Non, c'était donc des volontaires. Et la France avait d'autres préoccupations énormes. On sortait de la guerre, il fallait se reconstruire, il fallait aussi voir quels seraient nos rapports avec l'Allemagne. Et on voit la magnifique manière dont ça a évolué, ce rapport avec l'Allemagne. Donc, une partie de l'élite politique française était préoccupée par d'autres choses que cette guerre d'Indochine. Et donc, c'était une guerre un petit peu oubliée qui n'a émergé pour les Français que 2 fois, après la catastrophe de la RC4 en 1950, où quand même tout d'un coup 6 000 hommes de l'armée française ont disparu. Et puis les Dien Phu, qui a quand même fait un choc, parce que les gens se sont dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc, mais c'était les 2 fois, sans ça, la guerre d'Indochine n'intéressait pas vraiment la France, elle avait d'autres préoccupations. Et justement, ça excuse, si vous voulez, ça excuse le fait qu'on a été un petit peu abandonné. Et 10 ans après, j'avais le recul pour faire ce que je voulais faire dans la 317e section. Ce n'était pas une analyse de la guerre, attention, c'est un constat local en disant voilà comment ça s'est passé.
Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, je dis voilà. Hein. Ils ont fait ça, ils se sont comportés comme ça. Et ça, je voulais renvoyer l'écho de ce que j'avais vécu et des gens que j'avais rencontrés, des officiers ou des sous-officiers ou des Vietnamiens ou des Cambodgiens ou des Laotiens, enfin bref, avec lesquels j'ai vécu. Et je voulais renvoyer l'écho de ce que j'avais reçu, ce que je ressentais avoir reçu d'eux. J'ai reçu plus que je n'ai donné, voilà ce que je voulais dire. C'est donc pour moi quand même qu'un pâle écho de la richesse des gens que j'ai rencontrés là-bas. Ça, chacun peut le regarder comme il le veut. Je veux dire, c'est pas à moi de donner une réponse. Mon film est presque pas une question, c'est une constatation en disant voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, vous jugez avec 50 ans de retard, vous dites les imbéciles, je ne comprends pas. Ou bien vous comprenez un petit peu, vous adhérez, en tout cas vous êtes ému par le fait que les gens qui auraient pu être votre père ou qui auraient pu être votre grand-père ont vécu ça. C'est juste, c'est une constatation. Hein. Ça m'est égal que les gens disent ah les imbéciles, hein, ou que les gens me disent ah les salopards des colonialistes, parce que je sais que tout ça c'est pas ça. C'était comme ça que c'était à l'époque. Moi je suis parti non pas pour faire la guerre d'Indochine en disant il faut que l'Indochine soit française. C'était pas mon problème. Moi, je suis parti pour faire du cinéma. D'autres sont partis parce que ils avaient la police au cul. D'autres sont partis parce que ils avaient envie de grand large, parce que ils croyaient à Delattre qui avait dit certaines choses. Ils croyaient à la France qui bafouillait, mais qui essayait de faire. Donc chacun est parti pour des raisons personnelles. Et tous, enfin presque tous, on sont arrivés là-bas et ont découvert quelque chose de plus vaste que leur motif de partir. Et c'est vrai, moi j'ai trouvé quelque chose de plus vaste qui m'a marqué au fer rouge, d'une certaine manière, mais pas pour le pire. Hein. Pas pour le pire. Je n'ai pas honte. Hein. J'ai une certaine... je ne veux pas dire fierté, mais une certaine sentiment d'avoir participé à quelque chose de plus grand que moi, à mon niveau modeste. Hein, je n'étais pas décideur, je n'étais pas... Voilà, à mon niveau modeste, oui. Ah oui, j'ai une espèce de fierté aujourd'hui d'avoir été l'un des leurs. Il y avait deux raisons à ça, je vais vous dire une chose. La première c'est que le producteur n'avait pas de pognon. C'est une chose. La deuxième, c'est que je considérais la guerre d'Indochine du côté français comme une guerre de pauvres contre des pauvres. Donc faire un film de pauvres, c'était dans le ton de cette pauvreté. Et la troisième chose, qui est un peu à part, c'est le fait que Norodom Sihanouk, que j'avais rencontré quand j'étais caporal, hein, et que j'avais filmé quand j'étais caporal, et qui aimait le cinéma, m'avait pris, je dirais, en amitié. Être l'amitié d'un roi, c'est quand même... Et que quand j'ai voulu faire le film et que je ne pouvais pas le faire au Laos comme c'était écrit dans le livre, j'ai voulu le faire au Cambodge parce que je connaissais Sihanouk, je l'ai rencontré, il m'a dit mais alors oui. Et il m'a quand même prêté une section, ces avions qui volent, tout ça c'est quand même partie de Norodom Sihanouk. Donc moi j'ai beaucoup d'estime pour ce roi. Hein. Alors j'ai rencontré deux rois, Norodom Sihanouk, Sisavangwong qui était le roi du Laos, qui m'a décoré du million d'éléphants et du parasol blanc, formidable, et puis un empereur, ou un ex-empereur, parce qu'il avait à un moment donné qui était Bao Dai. Et Bao Dai, je l'ai rencontré à la fin de sa vie, il habitait à côté du Trocadéro, modestement, il avait eu beaucoup d'argent mais il n'en avait plus. Et un jour il m'a dit, alors j'allais le voir à l'occasion parce que c'est quelqu'un qui m'intéressait. Il m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on aille visiter ensemble le musée Guimet? Alors moi, le musée Guimet, je le connaissais bien.
Je croyais le connaître bien. Et il m'a guidé dans les salles du musée Guimet indo-chinoise et chinoise. Et j'ai reçu une leçon d'histoire formidable. Donc, vous voyez, et j'étais caporal. Donc, c'est quand même, la vie a quelque chose de miraculeux. Je suis parti là-bas parce que j'ai été fait première classe d'honneur du 1er régiment de chasseurs parachutistes, qui est le premier régiment de parachutistes français. La source étant dans l'armée de l'air et tout ça. Enfin bref, j'ai été fait caporal. Et à un moment donné, le régiment, enfin 3 compagnies du régiment étaient envoyées en Afghanistan. Et j'ai dit au colonel, mais je voudrais vous voir sur le terrain. Donc il m'a invité, j'ai passé 8 jours en Afghanistan et j'ai vu donc ces soldats français dans ce problème afghan qui est mystérieux, ambigu, incompréhensible pour les Français. Et je les ai vus, non pas pour les raisons politiques, ils n'étaient pas là pour les raisons politiques, la France les avait envoyés. Et j'ai vu la manière dont ils se comportaient. Et ça m'a réchauffé le cœur parce que je trouve que la France se tient bien. Enfin, ces jeunes gens-là, de ce régiment, se tenaient bien. Et je connais les autres, ceux du 8e RPIMA qui ont eu cette perte terrible de 10 soldats dans une embuscade sévère il y a 2 ans. C'était des gens qui étaient bien entraînés, c'était des gens de qualité. C'est donc une perte pour la France, ces gens-là. Mais alors le problème de savoir si la guerre d'Afghanistan est juste, il ne faut pas me poser ce genre de questions. Moi je suis un artiste, je ne suis pas un homme politique, je ne vais pas vous répondre en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne sais pas. Moi je pose des questions. Ma formule, et je voudrais qu'elle soit presque écrite sur ma tombe. Ce que je ne veux pas, je sais. Ce que je veux, je cherche. Et là, je cherche. Je ne sais pas. Ce que je ne veux pas, je sais. Ça, c'est formidable parce que je veux dire, ce film a été fait il y a longtemps et d'avoir des jeunes qui n'ont pas connu cette époque, qui n'ont pas connu même l'époque où le film a été tourné, où c'était dans un certain climat. Je veux dire, c'était quand même encore la sale guerre. Quand j'ai fait mon film, il y a des tas de gens qui disaient c'est un ancien colonialiste ou quelle connerie. Je veux dire, c'est pas mon problème. Mais donc moi je suis, ça m'intéresse de voir que ce que j'ai cru semer, des petits brins d'herbe ont poussé. C'est-à-dire des gens ont continué à avoir envie ou avoir été émus par, envie de voir ou été émus par ce que j'ai fait. Ça c'est vraiment, c'est quand même formidable. C'est une chance. C'est pas une chance, c'est, on se dit, là quand même, c'est dans l'immense plage, le sable blanc, j'ai amené mon petit grain de sable. C'est une surenchère, on fait des choses partout, ça pète dans tous les sens. Si vous voulez, moi, la guerre que j'ai connue et la guerre que mon père a connue, qui a fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la guerre que mon frère a connue, on marche, on attend, tout d'un coup, ça se passe et pendant un certain temps, ça peut durer. À Dieppe-Fou, ça a duré 57 jours. À Verdun, ça a duré 6 mois. Dans la Somme, pas loin d'ici, ça a duré, je parle de 14-18, ça a duré un mois et demi. Donc, je veux dire qu'il y a une longue attente et puis tout d'un coup, cette brutalité. Mais pas avec l'effet spectaculaire que les Américains aiment apporter et que les jeunes aiment voir. Il faut des explosions avec du feu partout, des gens qui sautent en l'air. Non, moi ce que j'ai vu, je veux dire les gens que j'ai vus mourir devant moi, c'était tout d'un coup des sacs de pommes de terre qui tombaient. C'était la lourdeur. La mort, c'est le triomphe de la pesanteur. Voilà. Tout d'un coup, la pesanteur, alors que nous luttons comme les arbres, comme les brins d'herbe, nous luttons contre la pesanteur, on devrait être comme du lichen. Eh bien non, on se dresse
et la mort. C'est tout à coup le triomphe de la pesanteur.